Bienvenue dans l'appart politique, un lieu où la politique sort des plateaux classiques pour entrer dans une dimension plus humaine, plus intime. Ici, nous recevons des figures emblématiques, des personnalités qui marquent et façonnent l'histoire pour comprendre leur parcours, leurs combats, mais aussi leurs espoirs pour notre société. Pour ce tout premier numéro, nous avons l'immense privilège d'accueillir une femme qui a traversé les épreuves les plus marquantes de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Elle est une voix, une force, une survivante, mais avant tout, une actrice incontournable du débat politique ivoirien. Aujourd'hui, Simoné Gbagbo, ancienne première dame, figure engagée et parfois controversée, nous ouvre les portes de son histoire et partage avec nous ses réflexions sur le passé, le présent et surtout l'avenir. Alors, installez-vous bien confortablement. Bienvenue dans l'appart politique. Bonjour Madame Simoné Gbagbo, bienvenue dans l'appart politique. Merci. Ici, vous êtes aussi un peu chez vous. Un peu chez vous, pourquoi? Parce que c'est un appartement qui prend la couleur de nos invités. Oui. Alors, ce petit mur de photos qui retrace quelques moments de votre vie, qu'est-ce qui vous évoque? Oui, ben, je retrouve vraiment mes parents, mon père, ma mère, mon mari, mes enfants. C'est magnifique. Alors justement, Oui. vos enfants, j'aimerais qu'on Oui. revienne sur cette photo. Il manque une de vos filles d'ailleurs sur la photo. Oui, il y en a une qui vit aux États-Unis avec son époux et sa famille. Oui, c'est elle qui manque sur la photo, Marie-Antoinette. Les autres sont là. L'aîné qui est là. L'aîné de toutes les filles. La première paire de jumelles, c'est la seconde de cette paire-là qui vit aux États-Unis. Et puis les dernières qui sont derrière. Elle a été prise à quel moment cette photo? Je ne suis plus capable de le dire, mais j'ai l'impression que nous étions encore au pouvoir, non? Alors justement, en parlant de pouvoir, Oui, cette photo, première investiture oui. de votre ex-mari, Oui. Laurent Gbagbo, Mhm. et vous à ses côtés. Qu'est-ce qu'elle vous évoque cette photo? Hmm. Ça a été un grand moment qui s'est terminé dans les pleurs d'ailleurs. Si vous aviez vu ça. Ça a été un grand moment, oui. C'était ouf. Ouais. Est-ce qu'on sent, est-ce que cette écharpe sur ses épaules, est-ce qu'elle pèse une tonne et pèse le poids de la Côte d'Ivoire à ce moment-là? Elle pèse plus que le poids de la Côte d'Ivoire parce Ouais. que elle pèse toute l'espérance que nous avons mis dans ce combat que nous avons mené. Et la question que je me posais, moi, Seigneur, est-ce qu'on va pouvoir réussir? Et puis, cette autre photo qu'on va regarder, celle-là, Ah ouais. c'est votre sortie de prison, acclamée par la foule. Et ce message qu'on voit dessus, Simone Gbagbo pardonne aux femmes qui ont tiré ses cheveux. Oui. C'est fort quand même. C'est fort, je vous assure qu'au moment de mon arrestation, Mhm. j'ai eu mes cheveux arrachés. Pas seulement par des femmes d'ailleurs, mais par des jeunes, par tous ces, après ils vont s'appeler FSI, mais nous on les appelait les rebelles. Les rebelles, hein, Voilà, qui avaient envahi la résidence, qui m'ont arraché vraiment, arraché les cheveux. Mm. C'était terrible. Alors, je vous propose qu'on continue ce petit parcours installé confortablement sur notre canapé. Allez, suivez-moi. Alors, Simone Gbagbo, j'aimerais qu'on continue à se replonger dans cet album Souvenir avec cette photo. Jean Yves, votre père, Ouh là 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 là, ça c'est mon père. qui était gendarme de profession. Il était gendarme de profession, un bel homme comme vous voyez. Oh, j'ai adoré mon père. Oui. Oui. Quels sont les souvenirs que vous avez avec lui? Vous savez, c'était un homme, un père et une mère tout à la fois, parce que j'ai perdu ma mère très tôt. Il nous faisait à manger, il nous conduisait à l'école tous les matins, il nous lavait, nous habillait le soir pour nous mettre au lit. C'était un homme magnifique. Relation fusionnelle? Ah oui, mon père, c'était l'homme de ma vie. Qu'est-ce que vous diriez que vous avez gardé de lui comme trait de caractère? C'était un homme de caractère.
C'était un homme respecté dans son village comme dans sa profession. Et c'était un homme admiré. C'était aussi un homme à femme. Un homme à femme. C'était aussi un homme à femme. Beaucoup de conquêtes. Beaucoup de conquêtes. Beaucoup de conquêtes. Je me souviens que ma mère était très jalouse et qu'il y avait des bagarres quelquefois à la maison. Oui. Mais c'était un homme magnifique. Un homme qui avait de l'autorité, qui savait se faire respecter, qui nous balançait des taloches quand c'était nécessaire, mais qui en même temps était un homme protecteur. C'était un homme d'avant-garde. Dans notre communauté traditionnelle, nous sommes des matrilinéaires, hein, et donc l'enfant n'appartient pas à son père. L'enfant appartient à sa mère, à la lignée de sa mère. Et donc, à cette époque-là encore, lorsque le papa dépensait son argent sur ses enfants, c'était très mal reçu. C'était considéré comme du gaspillage d'argent pour le clan du père. De s'occuper de ses propres enfants. De s'occuper de ses propres enfants, il devait s'occuper de ses neveux. Ça, c'est la coutume. Il devait s'occuper de ses neveux et les enfants qu'il avait devaient être pris en charge par les frères de son épouse. Ça, c'est la coutume. Lui, il a considéré que nous devions aller à l'école. Et il s'est investi pour que nous fassions des études. Et nous disait, et nous étions majoritairement des femmes. Avec ma mère, il n'a eu que des filles. Et nous disait, votre premier mari, c'est votre diplôme. Et il a tenu le soir. Il nous aidait à faire nos devoirs, et tout et tout. Et donc, vraiment, à ce niveau-là, c'était un homme d'avant-garde. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui s'il était encore là? Ah, si j'étais encore là, j'ai dit, papa, voilà, j'ai réussi. Aujourd'hui, j'ai pu faire beaucoup de choses dans ma vie. J'ai pu devenir docteur. Donc, faire l'université, devenir docteur. Il n'a pas pu voir ça parce qu'il était déjà décédé. Et puis, je lui dirais, voilà, aujourd'hui, je dirige un parti politique, donc je suis devenue une personnalité politique. J'aimerais que tu sois là pour m'accompagner. Personnalité politique, justement. On a cette autre photo. Votre mère. Ça, c'est ma mère. Là. Ça, c'est ma mère. Oh là. C'est une photo que je n'ai pas vue depuis tellement d'années. Ma mère, je l'ai perdue très tôt. Je devais avoir 5 ou 6 ans quand j'ai perdu ma mère. Une mort atroce, due au fait que nous étions dans un pays où l'équipement sanitaire était très insuffisant. Elle était asthmatique. Elle était partie à Saint-Fra, dans la plantation de papa. Papa avait une plantation de café, de cacaoyer. Et c'est elle c'était une maîtresse femme, hein. Au moment de la récolte, c'est elle qui partait, qui réceptionnait tous les produits, qui payait les manœuvres, qui vendait la récolte, et puis qui rapportait l'argent à papa. Et elle était partie, elle avait fait tout ce travail. Et puis sur le chemin du retour, elle était à l'époque c'était les Dina là qui faisaient la route. Les routes n'étaient pas goudronnées, avec la poussière qu'elle a avalée, voilà, elle a piqué une crise d'asthme. Les gens qui étaient avec elle ne savaient pas. Voilà. Donc ils n'ont pas pu lui porter secours et elle est morte comme ça. C'est une présence qui vous a manqué dans votre vie? Oui. Oui. Et donc je suis le produit de mon père, parce que ma mère est partie très tôt. Elle était très, très, très forte, cette femme-là. Et à elle, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Ah, je dirais, je crois que je tiens un peu de toi. Ah, quel côté? Quel côté? Côté caractère. Côté caractère? Côté caractère, je crois que je tiens un peu d'elle, oui. Côté détermination, capacité de gérer, je crois que je tiens un peu d'elle. De tenir une maison, un parti? De tenir une maison en partie, de tenir un parti, de tenir une organisation. Oui, ça, je pense que je tiens. Ça, c'est plutôt elle. Alors, on va revenir sur un autre moment. La photo du deuxième mandat de votre mari, l'investiture. Qu'est-ce que vous viviez à cette époque-là?
Quelles sont les émotions sur cette photo? Deuxième investiture, nous étions en plein dans la crise. Nous n'étions pas du tout sortis de la crise. C'était donc un moment oppressant. C'était un moment où il fallait, comment je dirais, vaincre, mais peut-être pas le mot, challenger l'histoire et montrer que nous étions dans le vrai. Donc il fallait faire cette investiture. Et on l'a faite et je me suis habillé tout en blanc. Alors justement, le choix de la tenue en blanc, est-ce que ça avait un lien particulier avec le moment? Est-ce que ça a été réfléchi pour laisser transparaître un message? C'était réfléchi, c'était réfléchi. Il fallait montrer que nous sommes dans la droiture et nous sommes dans le vrai. Et à ce moment-là, il faut être en blanc. Alors, on va se replonger dans le passé avec cette photo. Votre vie politique, c'est une vie de combat. Elle a commencé très tôt. On va revoir cette photo. Je pense qu'il y a une histoire particulière. Est-ce que si maintenant, là, tout de suite, je vous appelle Adèle, est-ce que c'est en corrélation avec cette photo? Il va falloir que vous me parliez de ce prénom. Non, Adèle n'est pas en corrélation avec cette photo. Elle arrive Adèle, plus tôt ou plus tard? Bien avant. Bien avant. C'était Ok. bien avant. Alors on va repartir sur Adèle. Qui est Adèle? Alors, quand j'étais, disons, la partie où je finis mes études universitaires et où je commence à travailler comme professeur de lycée, on avait créé une organisation politique. C'était interdit à l'époque. À l'époque, oui. On l'avait créé dans la clandestinité. C'était d'obédience communiste, donc c'était encore plus interdit. Et il fallait donc travailler vraiment En secret. En secret. Et la meilleure façon de, comment je dirais, de veiller sur la sécurité des membres, c'est de faire de l'anonymat. Et donc, on a changé de nom, on a changé de prénom, de manière à ce que ceux qu'on va rencontrer ne sachent pas qui on est en réalité. Et donc, moi, je me suis fait appeler Adèle, mais après j'ai changé, je me suis fait appeler Akissi, je me suis fait appeler Dominique, etc. Donc, j'ai changé plusieurs fois comme ça de prénom, mais c'était vraiment pour observer la règle de la clandestinité. Règle de la clandestinité, donc on se rappelle, hein, on est à l'époque sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, et je pense que d'ailleurs cette photo également, on est encore sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi vous vous retrouvez là? C'est une photo, c'est un mugshot comme on l'appelle, hein, de prison, on a envie de dire. Ben oui. Oui. Ben oui, ça c'est une photo qui a été prise à la Sûreté nationale. Je sais pas comment vous avez fait pour obtenir cette photo. Mais on était à la Sûreté nationale. On était menacé d'être arrêté. Le président Houphouët a envoyé quelqu'un au village chercher le père du président Gbagbo et l'a amené à Abidjan et il a convoqué une grande réunion à la présidence. Cette réunion-là, il nous a menacés, il nous a traités de tous les noms. Il a dit au président Gbagbo que tu n'es rien, tu ne seras jamais rien, etc. Vraiment, c'était un moment de colère et de manifestation, d'intimidation, etc. Et on ne sait pas les intimider. Et puis, après cette grande rencontre, il nous a fait conduire à la Sûreté nationale où on nous a pris en photo avec avec la petite ardoise. Tout ça. Ben, je pense que c'était plus de l'ordre de l'intimidation. Voilà, parce que vous n'êtes pas en prison après cette photo. Non. C'est pour vous montrer qu'il aurait pu joindre l'acte à la parole. Voilà. Cette autre photo qu'on a choisie, c'est vous, après votre libération. Ça c'est après le premier congrès, le congrès constitutif du MJC. C'est voilà, c'est ça, c'est vraiment on a fait le vote pendant la nuit, où j'ai été élue présidente du MJC.
Et puis le matin, il y a eu une grande manifestation avec des discours, etc. Voilà. Assez particulier, sur la photo, à l'époque du FPI, c'était le V de la victoire. Ici, on a les doigts qui sont fermés. Fermé, On n'est plus ça. sur du V. Non, Qu'est-ce on que n'est ça plus veut sur dire? du V. Le V, c'est la victoire. C'est ça. Les deux doigts collés, c'est l'unité. Voilà. C'était le message que vous vouliez faire passer à ce moment-là. Mais c'est ça que notre signe. Hein. C'est comme ça que nous nous saluons aujourd'hui. Et ensuite, cet autre moment qui est important pour vous, je crois, le CINARES. Oh oui. J'ai eu à diriger le CINARES pendant 4 ans. J'étais secrétaire général du CINARES. Mais j'y suis arrivé juste après mon passage du lycée classique à l'université. J'ai été recruté comme chercheur à l'université, à l'Institut de linguistique appliquée. C'est là-bas que j'étais. Et le syndicat a fait sa grande réunion, son congrès, et le président, non, il n'était pas président, il était secrétaire général, Kipré, Pierre Kipré. a été élu secrétaire général, et quand il a constitué son bureau, il m'a mis première secrétaire générale adjointe du CINARES. Et ça, c'est important pour vous, cette partie-là de votre vie? À cette époque-là, on ne pouvait pas faire la politique en public. Donc, tous ceux qui voulaient faire de la politique étaient obligés de se réfugier dans les syndicats. Et dans les syndicats, nous sommes battus pour obtenir des syndicats indépendants. Alors qu'il y avait à côté le syndicalisme de participation, qui était le syndicalisme autorisé par l'État, PDCI à l'époque. Et nous avons créer, nous sommes battus, nous avons obtenu, mais même mes aînés ont fait ce combat-là avant moi, obtenu que nous ayons maintenant des syndicats autonomes. Et j'ai été donc désignée première vice-présidente. Et à un moment donné, on a dû déclencher une grève. Ça a été une grève très dure, qui a duré plusieurs mois. Et quand la grève s'est déclenchée, bon, vous savez, quand c'est comme ça, hein, le niveau du gouvernement, les gens interviennent auprès de ceux qui dirigent et tout. Et ils ont réussi à convaincre le secrétaire général, Pierre Kipré, de décider de sortir de la grève et même de sortir du bureau du CINARES. Et vous n'étiez pas d'accord? On n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord. On était en pleine grève. Et on considérait que notre combat était juste. Justifié. Voilà. Et donc, les camarades, on a dû se réunir. Pierre Kipré nous avait lâchés. Et on s'est réunis et on dit, bon, toi, tu es la première adjointe. Est-ce que tu peux prendre le relais? Et c'est comme ça que j'ai pris le relais. Et j'ai dirigé le CINARES pendant 4 ans. Ça a été un combat pas facile. On a dû affronter le président au fait lui-même. On a dû affronter des femmes de l'AFI, etc. Ça n'a pas été. J'ai même dû affronter même les femmes de chez moi, de Moss, qui sont PDCI et qui sont venues également. Bon, ça n'a pas été facile, mais on a gagné ce combat. Les femmes, c'est important pour vous. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que vous êtes très engagé pour l'entrepreneuriat féminin. Et d'ailleurs, on va revoir ce diplôme qui vous a été décerné, un diplôme d'honneur au Congo, pour votre combat dans la promotion de la revalorisation, l'autonomisation de la performance de la femme africaine. Africaine, oui. Oui, j'ai dû me rendre au Congo, mais c'est après ma sortie de prison, là, hein. Après ma sortie de prison, et j'ai dû participer à un séminaire pour sensibiliser les femmes, pour les encourager. Vous savez, en Afrique, les femmes sont très actives. Elles sont très dynamiques. Elles sont très entreprenantes. Et il faut juste les encadrer quelquefois. Il faut juste les encourager quelquefois. Il faut juste les aider par un financement quelquefois. Et là, donc, on a fait un très bon séminaire et on m'a décerné ce diplôme. Et pourquoi j'ai l'impression que c'est un aspect de votre vie dont on parle peu, cet engagement pour les femmes, l'entrepreneuriat, l'autonomisation. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est éclipsé par d'autres sujets? Parce que c'est maintenant que le combat
pour, comment je dirais, la souveraineté économique de l'Afrique. C'est maintenant que ce combat-là est devenu le combat d'actualité. Et donc, c'est maintenant qu'on en parle et qu'on va en parler. Sinon, avant cela, il fallait se battre pour l'indépendance. Ça a été le combat de la génération de Houphouët. Ensuite, il fallait se battre pour la démocratie. N'est-ce pas? Pour la démocratie, c'est encore un combat politique. Il fallait se battre contre le parti unique dans tous nos pays africains. Le parti unique, la jeunesse unique, l'association des femmes uniques, l'école, enfin, vraiment tous ces trucs uniques là pour obtenir le multipartisme, pour obtenir la démocratie. C'est ce combat-là, et c'est un combat qui est fort et qui est dur, et quand vous vous engagez dedans, forcément vous apparaissez. Donc bon, c'est dans ce combat-là que je me suis le plus illustré, je dirais. Mais aujourd'hui, le combat, c'est pour l'acquisition de la souveraineté africaine, mais souveraineté économique de l'Afrique. Souveraineté politique, le combat continue, mais souveraineté économique, si c'est pas acquis, tout le combat politique sera vain. Bien sûr. Alors, on va prendre une petite pause, on va respirer encore, on va remonter encore dans le temps. J'ai envie de revenir sur votre enfance. Je voudrais savoir quel genre d'enfance vous avez eu et comment ça vous a déterminé à devenir la femme que vous êtes aujourd'hui. Ah, je peux dire que j'étais un enfant sage. Sage? Oui, très sage. Très sage. J'ai pas connu ces temps où les jeunes vont en boîte. Je suis sûr que vous avez dû vous amuser quand même un peu. Si, un peu, quand même. Je me souviens que quand j'étais en 4e, pendant les vacances, je suis allé à des surprises parties, comme on les appelait, les booms, comme on les appelait à l'époque. Ça, j'ai vécu ça pendant les grandes vacances. On n'a pas retrouvé de photos, malheureusement. Ah, pas trouvé de photos. On n'a pas trouvé Tant mieux. Tant mieux. Mais en dehors de ça, j'étais une fille plutôt sage. J'ai été très vite responsabilisée dans la GEC, que j'ai à diriger, donc la GEC au niveau national. La GEC, la section féminine de la GEC. Pendant 4 ans au moins, j'ai dirigé cela, et bon, ça vous obligeait à être... à grandir plus vite. À grandir plus vite, à mûrir vite. Et puis, à vous dominer, à vous maîtriser, etc. Je me souviens que le premier camp GEC que j'ai dirigé, ça a été une catastrophe parce que j'étais trop autoritaire, trop cassante, etc., etc. Mais donc, très vite, j'ai appris que c'est pas la voie. J'ai apprendre à vous assouplir. Ah oui, à m'assouplir. Et donc, bon, c'est surtout ça que je faisais. C'est à ça que je consacrais ma jeunesse. Et les garçons à cette époque, des amours de jeunesse Non, c'était pas ma priorité. Non. Mon père m'a dit, ton premier diplôme, c'est ton premier mari. Ton premier mari, c'est ton diplôme. C'est plus important que ton mari. D'accord. Donc, fais tes études, fais tes diplômes. Et si on devait revenir sur l'un des souvenirs les plus marquants de votre vie de jeune fille, ce serait lequel? De jeune fille? Adolescente, université? Je sais pas. J'ai de bons souvenirs, hein. J'ai de bons souvenirs. Dans la GEC, j'ai eu de très bons souvenirs. Ça peut être professionnel, familial, amical. Oui, bon, là aussi, j'ai eu de bons souvenirs. Je suis allé à une réunion. Ça se passait en Belgique. C'était ma première sortie de Côte d'Ivoire. Ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que ça m'a ouvert d'autres horizons. D'autres horizons. Et ça m'a appris il faut pas se sous-estimer, parce que de l'autre côté, ce qu'il y a n'est pas meilleur à ce que vous avez chez vous. Je vous assure que ça a été une expérience extraordinaire de rencontrer des jeunes venus d'Amérique latine, venus d'Europe,
de discuter avec eux et de se rendre compte que les autres ne sont pas... Ils sont pas mieux nantis. Non, ils sont pas meilleurs, ils sont pas plus intelligents, ils sont pas... Et à quel moment le déclic il arrive? À quel moment la jeune Simone Eivé se dit j'ai envie de m'engager dans la vie politique, j'ai envie que les choses changent dans mon pays, il faut que ça passe par moi, j'y vais. Je sais pas si les choses se sont passées comme ça. Vous savez, dès la GEC, je me suis retrouvé à discuter politique sur le thème de l'éducation, sur le thème de la jeunesse, à discuter politique avec des ministres. Bon, donc Mais c'est quoi, coup, ça donne envie, de creuser ce côté-là? Est-ce qu'on se sent en capacité de le faire? Ah oui, Ouais. tout de suite. Je me suis senti en capacité de le faire. Et surtout, tout de suite, je me suis senti en capacité de donner mon opinion et de défendre mon opinion. Et la leçon que j'ai tirée là, c'est que tout être humain, quel que soit son âge, doit faire en sorte de participer au débat public et de donner son point de vue. Et donc, il faut organiser la société pour que chacun puisse donner son point de vue. De là, vous voyez tout de suite le débat sur le parti unique, la jeunesse unique, la démocratie, le syndicalisme indépendant ou autonome. Donc, du coup, quand le MESI vient, moi j'ai choisi d'être à l'UNESI ou à l'UCC, vous voyez. Et donc, bon, petit à petit comme ça. Et même au niveau de l'Église, j'ai eu des conflits avec les responsables que nous encadraient à l'Église parce que à cette époque-là, l'Église, on disait, un chrétien fait pas la politique. C'était le message à l'époque. Un chrétien ne doit pas faire de la politique. Un chrétien ne doit pas faire de la politique. C'était révoltant comme message pour vous. Ah oui. Ouais. Ah, ça a provoqué une rupture même. Une rupture avec l'Église catholique. Église catholique. Oui. Pendant 15 ans, j'en suis parti. Et puis c'est après que petit à petit, je suis revenu. Et justement, vous avez été au cœur du combat pour le pluralisme politique, le multipartisme. Est-ce que à cette époque-là, quand on est engagé dans ce combat-là, on est conscient qu'on est en train d'écrire une page de l'histoire de son pays? Non. On fait ce qu'on croit juste, c'est tout. On fait ce qu'on croit juste. On mène des combats qu'on croit juste de mener. Et moi, je continue d'être de cette opinion-là. Il faut mener des combats justes. Il faut intervenir dans comment on appelle la définition de la vie, du destin de sa nation. Il faut intervenir. Un citoyen doit intervenir, quel que soit son âge. Quel que soit son âge. Et quand on dit combat, le prix à payer n'est pas forcément toujours facile. Vous avez eu votre lot de difficultés, de la prison. Est-ce que aujourd'hui, vous avez le sentiment que ça en valait la peine? Oh, toujours. Toujours parce que bon, malheureusement, on est en Afrique. Et malheureusement, en Afrique, ces combats-là ne se mènent pas sans coup de matraque, sans même emprisonnement. Quelquefois, même, il y en a qui en perdent la vie. Malheureusement, mais ça vaut la peine de les mener. Parce que si vous ne les menez pas, votre nation, votre peuple devient quoi? Vous vous souvenez de tous ces combats-là de façon vive dans votre mémoire? En tout cas, je me souviens de beaucoup de choses, oui. Si vous deviez en revivre un seul, en termes de passion, d'engagement, d'intensité et surtout peut-être de résultats obtenus, ce serait lequel? Le 30 avril 1990. Le 30 avril 1990. Il se passe quoi? Le PDCI fait une déclaration et proclame la fin du parti unique. Et qu'à partir de ce jour-là, on va vivre dans un pays qui autorise le multipartisme. C'était pour nous une victoire inattendue parce qu'on était engagé dans ce combat-là depuis des années et on se disait, ça va avoir lieu. Peut-être que ça ne sera pas de notre vivant. Mais c'est sûr que ça va arriver. Et puis voilà que nous sommes encore en vie.
Et ce soir-là, à 20h, on écoute la radio, la télé, et puis on entend cette proclamation. C'était la victoire de tout notre combat. Alors justement, victoire de tout un combat. Vous êtes passé par toutes les étapes, et puis il y a eu l'accession, bien sûr, au pouvoir. S'en est suivi la crise que le pays a connue. On arrive aussi à un moment particulier pour vous, celui de la détention, qui a été marquant. Vous avez même écrit un livre sur ce que vous avez vécu en prison. Oui. Ça a été un moment d'isolement, d'épreuve, mais peut-être aussi un moment d'introspection. On a du temps à passer avec soi-même quand on est en prison. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous à ce moment-là? Que je devais encore beaucoup apprendre. Que la mission, que j'étais en mission, et que la mission n'était pas terminée, et qu'il fallait continuer. Et que pour cela, il fallait consolider ma relation avec mon Dieu. Et c'était vraiment, ça a été une période d'apprentissage pour approfondir la connaissance de la parole de Dieu. Également, vaincre. À moi, c'est un homme de trait qui, forcément, n'était pas très positif. Comme souvent, je me mettais en colère. Il fallait vaincre ça, avoir plus de maîtrise de soi. Et puis, faire en sorte de ne pas laisser en moi la rancune s'installer. Ça a été un combat. Je me souviens que j'étais à l'époque correspondant pour une chaîne étrangère et que je me trouvais à votre domicile le jour de votre sortie, et j'ai croisé votre regard. Vous vous en souvenez peut-être pas, jeune journaliste, et la chose qui m'a marqué, c'était que j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui ne venait pas de sortir de prison. Vous n'étiez pas brisé du tout, alors vous ne laissiez pas transparaître. Quand je suis sorti de prison, je peux dire que j'étais brisé physiquement. Le jour même de ma sortie de prison, là, pour rentrer chez moi, il y avait quelques marches à escalader. Oh là là, il y avait quelques marches à escalader. Je n'ai pas réussi. Tellement mes muscles étaient affaiblis. D'être resté 7 ans en prison, sans faire de sport, sans faire beaucoup de sport, mes muscles s'étaient énormément affaiblis et j'ai pas pu escalader 6 marches pour rentrer dans mes salons. On a dû me tirer en me portant. Voilà là où j'étais faible. Mais côté mental, non. Parce que j'avais réussi à vaincre la rancune. Et puis j'étais persuadée que c'était pas terminé. Ça pouvait pas se terminer comme ça. Ni pour moi, ni pour la nation ivoirienne. Et donc, bon, il fallait juste continuer. Parce qu'en préparant cette interview, il y a une question en particulier que j'avais envie de vous poser. Quand on est une femme politique, quand on est femme d'homme politique, est-ce que le plus bel achèvement possible, c'est de faire oublier justement cette nature de femme et qu'on soit considéré uniquement pour ses capacités politiques? Mais femme ou homme, on est d'abord un être humain. Et être humain, on est planté quelque part dans un pays, on est citoyen de ce pays. On appartient à une nation, on est enfant de cette nation. La responsabilité, le devoir, la mission, c'est de faire en sorte que cette nation-là, à laquelle on appartient, elle devienne une nation digne, elle devienne une nation forte. Donc, homme ou femme, on a ce devoir-là. Oui, mais malheureusement, quel que soit le poste qu'on occupe. Quel que soit le poste qu'on occupe. Il y en a qui croient que pour réussir cela, il faut être député. Non. Pour réussir cela, il faut être ministre. Non. Quel que soit le poste qu'on occupe, quelle que soit la fonction
qu'on accomplit. Mais dans les faits, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'on est dans une société qui nous rappelle très souvent nos conditions, hommes ou femmes, et c'est vrai que les femmes, malheureusement, sont trop souvent appelées à cette condition de femmes. Ça a été le cas pour vous en politique. On a l'impression que vous avez réussi à vous en détacher assez bien. Vous l'avez vécu. Mais parce que j'ai toujours considéré que le fait d'être femme ne devait pas être une entrave. Au contraire, le fait d'être femme devient même une responsabilité pour s'impliquer plus dans le développement de la vie, dans le respect de la vie de la société. Je me souviens que quand c'était en quelle année? En 92. En 92, on a été battus comme c'est pas permis par les militaires parce qu'on avait organisé une marche et on a été dispersés dans la violence comme c'est pas permis. Et les militaires qui m'ont attrapé, qui m'ont battu jusqu'à ce que je m'évanouisse sous le coup de matraque. Mais ce qu'ils poussaient comme cri, c'est voilà, tu es une femme, qu'est-ce que tu fabriques ici à venir nous emmerder? Tu devais être à la maison en train de torcher tes enfants, en train de faire à manger à ton mari, faire machin. Il n'a pas forcément bien changé le discours aujourd'hui. Hein. Comment? Il n'a pas forcément bien changé le discours aujourd'hui. Ah ben, militaire. Bon, bref. Ouais. Bref. Et j'ai le sentiment, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais que cette scène de l'aéroport lors du retour de Laurent Gbagbo de la haie vous a ramené à cette condition de femme. Tout d'un coup, cette vie privée, votre couple est mis à nu publiquement. Comment vous l'avez vécu justement cette scène? C'était quelque chose de très injuste. Quelque chose de très humiliant, parce que ça se passait quand même devant mes propres enfants, et de très décevant. Voilà, parce que je ne m'attendais pas à vivre une telle déception. Et publiquement? Publiquement. Et puis, j'arrivais pas à expliquer. On n'a pas réussi à m'expliquer non plus pourquoi tout ça. Et donc, bon. C'est ça, quoi. Mais donc, c'est un souvenir que j'aime pas évoquer. Oui, j'imagine. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile de se reconstruire de ces blessures-là, de ce divorce, du fait que ce soit dans l'espace public, que tout le monde en parle à une époque? Est-ce que vous auriez préféré guérir éventuellement de ces blessures dans un contexte plus intimiste? Oh, à cette époque-là, j'ai fait ce que je croyais juste de faire. C'est-à-dire me mettre à côté. Parce que je voulais pas me lancer dans un débat sur Internet. C'était pas le lieu. C'était pas le lieu, et puis c'était pas très digne de faire ce genre de choses. Donc, j'ai préféré mettre tout ça sous silence. Je préférais d'ailleurs que ça reste sous silence. Alors avec ce geste-là, cette scène de l'aéroport, beaucoup ont dit que votre ex-mari avait raté une occasion de rentrer dans l'histoire, et on a l'impression que vous n'avez pas manqué ce moment-là. Vous en êtes ressorti grandi, vous prenez la tête d'un parti politique, il y a un soutien incroyable de la population, notamment de femmes, beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ces situations-là et qui s'identifient à vous. Et puis, il y a même un pagne qui sort, qui s'appelle Simone Yvet, Capable. Le pagne qui sort, c'est un pagne qui existait déjà, et qui s'appelait Mon mari capable. C'était ça le pagne, un vieux pagne. Et les femmes, c'est pas moi qui ai eu cette idée, ce sont des femmes qui ont eu l'idée. Elles sont en Europe, il y en a une qui est aux États-Unis. Elles ont eu cette idée-là de changer le nom et d'appeler ce pagne non plus Mon mari capable, mais la femme capable. Et Yvet capable. Et voilà comment est-ce que le pagne a changé d'histoire. Incroyable quand même. Oui. Ça vous a touché? Ah oui, ça m'a énormément touché. Parce que c'était la manifestation d'une sympathie venue de partout. Je n'ai sollicité personne, mais
tout le monde a été sensible. Vous avez jamais demandé de la pitié, vous, c'est pas votre style de, qu'on vous je n'encourage plaigne. Je n'encourage personne à demander de la pitié. Non, c'est pas mon style. Mais ce que j'ai constaté, c'est que ça m'a boosté, ça a permis de me faire connaître, même au-delà des frontières ivoiriennes. Quand je suis allé au Congo, j'ai découvert là-bas des femmes députées, des femmes ministres, des femmes sénatrices qui connaissaient mon histoire et qui me racontaient mon histoire et qui m'interrogeaient sur mon histoire. Ça, je crois que ça m'a... Bon. Petite question, je ne sais pas si j'ai envie d'entendre votre réponse. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris votre pleine dimension à ce moment-là de la séparation? Est-ce que vous êtes enfin devenue la femme que vous avez peut-être toujours été, mais qui est beaucoup plus visible aux yeux du monde, beaucoup plus sûre d'elle, qui suit son propre calendrier? Plus sûr d'elle, ça je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, je peux dire que je suis plus reconnue, c'est la femme. À l'époque, c'était le couple. Mais aujourd'hui, c'est cette femme-là qui est plus reconnue, plus identifiée. C'est vrai. C'est vrai. Ceci dit, c'est pas ça que je recherchais, moi. Dans le parcours que j'entrevoyais, moi, dans ma vie, j'aurais terminé ma vie dans mon couple. Voilà, donc je n'avais pas recherché ça, mais bon, je constate que c'est cela. Et comme je considérais que le combat que je menais n'est pas achevé et qu'il mérite d'être continué, bon, mais j'ai continué mon combat à ce niveau-là. Alors, un combat pas achevé. On parle beaucoup de réconciliation nationale. On en a parlé pendant très longtemps. On entend peut-être un peu moins en ce moment. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on y est arrivé, que tout a été fait à la réconciliation nationale? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, vous savez, pour parler vraiment de réconciliation nationale, il faut non seulement s'asseoir, discuter du problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut corriger de ce qui s'est passé pour ne plus avoir à vivre cela? Et puis, une fois que ce débat est en cours, il y a des personnes qui ont été victimes pendant cette crise. Il y en a même qui ont perdu la vie. Il y a des personnes qui ont perdu leurs biens. Il y a des personnes qui ont perdu leur position. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, leur métier, etc., etc. Il y a des réparations à faire. Il y a des restitutions à faire. Et ça, c'est pas fait. C'est pas encore fait. Tant que ça ne sera pas fait, mais le problème ne pourra pas être considéré comme réglé. Je me suis rendu à l'ouest du pays, qui est le pays où il y a eu le plus de victimes. Voilà. Dans ce pays là, il y a quelque chose à faire. Il y a une reconnaissance de la nation. Il y a un pardon de la nation. C'est pas fait. Là-bas, les gens ont perdu tellement de choses. Il y en a jusqu'aujourd'hui. Il y en a qui ont perdu leur terre, qui ont perdu leur champ jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas encore pu réintégrer ces biens-là. Ça doit être fait. Et vous avez déjà donné tellement de choses depuis l'époque de l'indépendance, multipartisme. Vous engagez un nouveau combat. Aujourd'hui, vous partez à la conquête de la magistrature suprême. Qu'est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir encore donné avec une vie politique si riche, si intense? C'est vrai, vous dites vie politique si riche, si intense. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, les objectifs qu'on s'était fixés à l'époque ne sont pas encore atteints. Moi, je rêve
d'une nation qui est vraiment développée, où les jeunes ou les moins jeunes sont devenus des citoyens vraiment à l'esprit complètement renouvelé, à l'esprit complètement transformé, qui sont devenus des êtres capables de créer, capables d'inventer, capables d'apporter des réponses aux problèmes qui se posent aujourd'hui, à l'Afrique d'aujourd'hui. Une nation qui est débarrassée de toutes les pesanteurs traditionnelles, mais débarrassée également de toute la convoitise des nations, des puissances qui sont étrangères, mais qui convoitent notre pays, ce qui est une réalité, qui convoitent même notre Afrique, ce qui est une réalité. Ce combat-là, il n'est pas terminé. Et il n'y a pas d'âge pour mener ce combat. Alors, justement, le MGC aujourd'hui, le mouvement Génération Capable, vous en a donné les clés de mener ce combat. On va regarder cet extrait de votre investiture. D'accord. J'accepte et je m'engage à mener une campagne inclusive et rassembleuse avec votre aide et avec l'aide de Dieu. Je sais pouvoir compter sur l'IMGC et je m'engage à faire rayonner notre vision et à défendre chaque Ivoirien. Une fois, deux fois, troisième fois. On applaudit. Voilà donc investiture chez vous, aux côtés du ministre Yao Nguessan, Oui. membre le plus ancien d'ailleurs du MGC. Le plus ancien du MGC. Quel âge? 85 ans. 85 ans. Oui. Particulier quand même cette investiture chez vous, mais ce qui retient l'attention peut-être ici, c'est aussi, je précise, cette tenue qu'on a ramenée. Oui. Pourquoi elle est particulière? Mais vous voyez qu'au moment où on organisait cette investiture, le souci que nous avons eu, le souhait que nous avons eu, c'est de mettre en exergue les productions nationales. Chez nous, nous-mêmes, nous produisons des étoffes, des textiles. Et donc, on a décidé que je m'habille dans les textiles du terroir. Et donc, tout ce que vous voyez là, c'est vraiment des textiles du terroir. Qui viennent de plusieurs régions? Qui viennent de plusieurs régions. Le buste là, là-haut, c'est le pagne baoulé. Voilà, c'est le pagne baoulé, tissé baoulé. Quand vous prenez ici la jupe en bas, le tissu qui est là, c'est le pagne senfou. Et sur les épaules? Sur les épaules, c'est Koulango. Alors on est vraiment sur une représentation de toute la, de toute la Côte d'Ivoire. Le noir rayé blanc là. Juste derrière. Juste derrière, c'est le Yacouba. De l'Ouest, Yacouba. Yacouba et Guéry. Et le vert blanc que vous voyez là, voilà, ça c'est Yacouba, ça a été fait vraiment pour moi. Je partais là-bas et ils ont commandé ce pagne-là pour moi. Et puis derrière, on ne voit pas parce que le mannequin, mais derrière, vous verrez que c'est le pagne des Dida qu'on a baptisé aujourd'hui Aron Agagnoa qui est derrière. Donc vraiment, et là l'écharpe, c'est Akan, c'est tissé, voilà, comment on appelle le tissu Akan là? Le kita. Le kita. C'est le kita. Alors, qu'est-ce que ça fait, on a envie de dire, de porter toute la Côte d'Ivoire au moment d'une investiture? Justement, c'est ça. On a voulu porter toute la Côte d'Ivoire au moment d'une investiture pour me donner la responsabilité et la conscience de la nation tout entière. C'est la nation tout entière qu'il faut porter, c'est la nation tout entière qu'il faut promouvoir, c'est la nation tout entière qu'il faut élever.
tenue d'un seul moment ou est-ce qu'on la reverra porter peut-être à l'accession à la magistrature suprême? Ce serait un beau symbole. Ce serait un beau symbole, qui sait? Peut-être que mon couturier trouvera autre chose. Très créatif. Très créatif, en tout cas. Très créatif. J'aimerais qu'on fasse un petit bilan. Si on dit, Madame Simone Eyive Gbagbo, un mot pour résumer l'histoire de votre vie, ce serait lequel? Je dirais que finalement, je suis une personne assez bénie. Bénie. Oui. Ce serait le mot qu'on retient. Oui, assez bénie. Bénie. Parce que, j'ai dit bénie parce que, voilà, j'ai eu cette vision-là de réussir quelque chose pour ma nation. J'ai traversé beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, mais à chaque fois, il s'est passé comme si Dieu était intervenu pour me soutenir, pour me préserver, pour me sauver, et je m'en suis sorti, et je continue avec le même enthousiasme, avec la même détermination. Et je me dis, ça, c'est de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, je suis béni. Long engagement politique, citoyen, beaucoup d'étapes dans cette vie. Est-ce que vous avez éventuellement des regrets? Non. Aucun? Non. Non. Même pas un petit peu? Une chose que vous auriez aimé faire peut-être différemment? Ah, il y a des choses que j'aurais aimé faire mieux. Bon, mais ça... Un exemple? Ah, par exemple, quand on était... Ouf, je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire? Là, vous me prenez... Qu'est-ce que je peux dire? Des choses que j'aurais aimé faire mieux. Ah, j'aurais aimé mieux réussir, par exemple, quand on était au pouvoir. Hein? On a connu quand même une crise très grave. J'aurais mieux ne pas connaître cette crise, mais au contraire, voilà. J'aurais aimé ne pas sortir par cette porte-là, d'où nous sommes sortis. Voilà. Vous avez parlé dans vos aspirations d'une jeunesse plus consciente, plus proche des valeurs civiques, citoyennes. J'aime bien cette notion de murmure à la jeunesse. Si vous deviez murmurer quelque chose aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne, ce serait quoi comme message? Si je devais murmurer quelque chose à la jeunesse, je lui dirais, l'Afrique est arrivée à une étape où toi, jeune, tu dois t'engager. Toi, jeune, tu dois sortir des amusements et t'engager parce que c'est une question sérieuse de survie qui se présente à toi. J'aime bien la notion de murmure parce que quand on parle moins fort, on prête beaucoup plus attention à ce que l'autre dit et on se concentre pour écouter le message. Si l'histoire devait retenir quelque chose de Simone Gbagbo, qu'est-ce que ce serait, Simone Eyive Gbagbo? Mon souhait, c'est que l'on retienne de Simone Eyive Gbagbo qu'elle est une personne qui s'est dévouée pour sa nation. Parce que cette nation-là est une nation qui est attendue par Dieu lui-même pour une responsabilité qui dépasse cette nation-là. Et donc, elle a fait ce qu'elle a pu pour ça. Si on ferme les yeux quelques instants et qu'on imagine votre Côte d'Ivoire idéale dans 10, 15 ans, à quoi elle ressemblerait? Elle ressemblerait à une nation, à une terre qui est complètement transformée. Vous avez le train qui circule partout. Vous avez des hôpitaux équipés où vous avez la justice qui s'applique partout, où on peut se réfugier chez le juge pour sa propre sécurité et où les enfants vont à l'école. Quand ils sortent de l'école, ils ont un emploi. Ils contribuent en tant qu'adultes
au développement et à la prospérité de cette nation-là. Belle image. Oui. Très belle image. Quand on fait de la politique, quand on est à la tête d'un parti, quand on a des journées si chargées, est-ce qu'on a le temps d'écouter de la musique? Est-ce que ça fait partie à part entière de votre quotidien? Ça devrait, on devrait. Moi, la musique, j'ai pas toujours le temps de l'écouter. Mais c'est important. Quel genre de musique vous écoutez? Moi, j'écoute surtout la musique chrétienne. Surtout. Parce que en même temps, vous écoutez de la musique, en même temps, c'est votre temps de prière. En même temps, c'est quelquefois votre temps de méditation. Et puis, quelquefois, c'est un temps d'apaisement. Quand vous êtes stressé, quand vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, la musique fait beaucoup de bien. Alors, on allait chercher justement quelques musiques qui semblent faire partie de votre quotidien, en tout cas de ce que vous appréciez. On en reparlera dans quelques instants. On écoute cette première chanson. Jésus tape jamais poteau. Avec lui, c'est assuré jusqu'à gogo. Jésus tape jamais poteau. Non. Vous l'entendez, vous voulez la fredonner un peu? Ouh, j'ai une voix de crapaud. Allez, on peut Vous se allez laisser faire aller. vos éditeurs. Allez. Il va pas pleuvoir, on est bien vont couverts. prendre la fuite. Jésus tape jamais poteau. Ça, c'est assuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé, mais tu es sorti de là zéro. Jésus là, il est prêt de t'aider à aller, n'est-ce pas, jusqu'à la victoire. Donc Jésus tape jamais poteau, Jésus Marius tape psalmiste. jamais poteau. Alors, ce Avec deuxième, lui, c'est assuré jusqu'à gogo. vous chantez pas si mal que ça. Ah. Alors, la deuxième chanson, c'est celle-là. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je l'aime bien. Comment elle s'appelle cette chanson? Oh, Ce feu qui voilà, c'est brûle le en feu moi. qui brûle en moi. C'est de Marie Adé. Oui. Vous l'aimez bien C'est cette une chanson? grande chanson. Ah oui, c'est une grande chanson. Pourquoi? Mais les paroles qui sont dedans. Vous me demandez pourquoi je loue mon Dieu, pourquoi j'aime louer mon Non, je Dieu, me suis posé la question de savoir pourquoi si c'était... je le célèbre. Est-ce qu'il y avait une petite association aussi, ce feu qui brûle en moi, de continuer à apporter à la Côte d'Ivoire cette passion? Continuer à porter la Côte d'Ivoire, mais de continuer à louer mon Dieu. Surtout. Oui, parce que c'est toute l'énergie là, ça vient de lui. Oui. Alors on va écouter cette troisième chanson. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Ce chant m'a accompagné pendant toute ma période d'emprisonnement. C'est un chant, à chaque fois que je commençais à fléchir, parce que c'est arrivé, que je commence à désespérer, parce que c'était long, parce que j'étais seul. J'avais cette voix-là qui résonnait en moi. Ce chant qui venait sur mes lèvres spontanément. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Vous avez cru, vous avez vu? Et je lui ai répondu, oui, tu l'as dit, et moi je crois. Je verrai ta gloire. Et je l'ai vu. Je suis sorti de prison. Un peu ému quand même avec cette histoire. Je vous assure que ça m'a aidé énormément. Énormément. Jusqu'à ce que je sorte. La veille de ma sortie, le matin de bonne heure même, je me suis réveillé à 6 heures et j'ai prié. Quand j'ai prié, j'ai reçu de nouveau ce chant. J'ai reçu une parole. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et le soir, à 8 heures du soir, j'ai reçu un coup de fil. On me dit, regarde la télé. Prends
les journaux de la télé. J'ai dit, quel journal ça? Quel journal? Il dit, la RTI. J'ai dit, RTI. Moi, je regarde plus la RTI. Il dit, prends la RTI. Et puis, j'ai allumé, j'ai pris la RTI. Et j'ai vu le président en train de dire qu'il venait de prendre une ordonnance d'amnistie et que nous étions près de 500 personnes libérées et j'étais la première sur la liste. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Et croire, faire confiance, je te fais confiance, c'est le prochain morceau sur la liste. On y va, je te fais un. Je te fais, oh, je te fais. Voilà, ça c'est un chant que j'ai connu au moment où je me rendais au Congo. Je sortais de cette période où j'avais été tabassé de partout avec la décision de divorce qui était tombée comme ça. Vous savez que c'est sur Internet que j'ai découvert que mon mari avait déposé une demande de divorce et vraiment ça, c'était comme des gifles venant de partout et il fallait quand même rester digne et rester debout. Et donc, j'ai connu ce chant-là à ce moment-là. Je te fais confiance. C'est un mot qui n'est pas facile à prononcer, faire confiance dans la situation où on se trouve. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain-là. Mais je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, je constate bien qu'il y a encore du chemin, ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. Merci Madame Simoné Gbagbo de nous avoir accordé cette interview pour la part politique. On espère que vous vous êtes senti un peu chez vous aussi. Oui, encore que je peux dire que vous m'avez de temps en temps malmené, mais bon, je ne vous en veux pas. Non je ne vous en veux pas. Non, ça a été un très beau moment passé avec vous. C'était un bon moment. Ça a été un bon moment. Alors, avant de vous laisser partir, on aimerait garder un beau souvenir de ce moment passé ensemble. Est-ce que ça vous dirait qu'on immortalise ce moment avec un petit selfie? Ben oui, vous le prenez? Oui. Allez, c'est parti. Hop, je vous laisse le prendre. Oh, je sais même pas faire ça. Il faudra juste cliquer sur le bouton au centre. Ici? Vous le tenez. Super. Ça y est, c'est fait. Je vais en refaire un autre. Hop. Top, super. Merci beaucoup pour cette belle interview. Oh, merci. Merci beaucoup.